Bien, deuxième sujet, le Bénin. On parle de Sébastien Ajavon qui vient de saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU. L'opposant béninois vient de saisir donc le comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève. L'homme d'affaires avait notamment été condamné en 2018, on se rappelle, pour trafic de cocaïne. Il est exilé depuis en France où il a obtenu le statut de réfugié politique. Les avocats de Sébastien Ajavon demandent l'annulation de cette condamnation et la suspension de toute procédure judiciaire à son encontre. Les demandes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le même temps avaient été ignorées par l'État béninois. Il faut rappeler qu'en ligne de mire de l'homme politique béninois, il y a éventuellement la possibilité de participer à la présidentielle d'avril prochain. Est-ce qu'il y a, David Jabouavi, des chances que la saisine du comité des droits de l'homme puisse faire bouger la position de l'État béninois aujourd'hui sur le dossier Sébastien Ajavon? Alors, il faut d'abord noter que Sébastien Ajavon a le droit de saisir n'importe quelle institution qu'il juge crédible par rapport à son dossier judiciaire. C'est un citoyen béninois, il a le droit de le faire. Et donc, ce n'est pas une surprise pour les Béninois, c'est pas une surprise en tout cas pour le gouvernement béninois, c'est tout à fait normal. En posant un acte pareil, c'est pour exprimer aussi sa désapprobation du contenu judiciaire qui lui avait été fait à la suite de ce procès dans lequel son nom avait été cité dans une histoire de trafic de drogue, etc. Sauf que le moment choisi par Ajavon semble être défavorable pour lui, puisque les prochaines élections présidentielles au Bénin, c'est en avril. Nous sommes en janvier. Pour des dossiers judiciaires pareils, il faut consacrer beaucoup de temps pour constituer les dossiers et véritablement retourner au tribunal ou alors retourner à une décision judiciaire qui lui serait peut-être favorable ou défavorable. Sébastien a choisi peut-être un moment aussi crucial aussi pour peut-être déranger un peu le pouvoir béninois et dire qu'il est encore là. Et voulant se faire entendre, il a choisi de saisir l'ONU pour ressortir son dossier et demander peut-être une annulation de la décision judiciaire qu'il avait condamnée à Cotonou. Alors, aujourd'hui, l'on se demande, est-ce qu'il y a un objectif réel? Est-ce qu'il y a une plus-value pour Ajavon de chercher à revenir politiquement sur le terrain quand on sait tout le temps, toute la durée qu'il a conduit en exil, tous les problèmes qu'il avait eu avec son alliance avec le président actuel et la nécessité véritablement de se faire entendre en ce moment où le Bénin est en train de se diriger vers une élection présidentielle qui attire toutes les attentions des Béninois. Alors, Ajavon a véritablement envie de déranger un peu, comme je le disais tout à l'heure, parce que il n'a pas envie de laisser Talon se reposer un moment. Sauf que pour moi, personnellement, et j'estime que c'est peut-être aussi la conclusion de beaucoup de personnes, le temps qu'il a choisi, le moment qu'il a choisi, lui pourra être défavorable parce qu'il suffit juste de reporter la date du procès ou alors la date de la tenue de cette assise-là pour que ces chances s'amenuisent tous les jours. J'estime quand même que les prochaines élections pourront se dérouler à Cotonou sans véritablement la présence de Sébastien. Mais peut-être au-delà même de la question de la participation à la présidentielle, il y a une question de droit qui se pose dans cette affaire. Vous avez un Sébastien Ajavon qu'on avait arrêté pour trafic de drogue, que la justice a déclaré, c'est-à-dire la justice ils appellent ça un non-lieu, a donné un non-lieu dans l'affaire. Après, on crée une cour spéciale qui revient sur l'affaire, alors qu'en droit, il y a un sacro-saint principe qui est que on ne juge pas la même personne deux fois pour la même affaire. Le Bénin a fait exception. Donc, il y a une question de droit qui se pose dans cette affaire. Oui, c'est ce que Ajavon semble dénoncer dans ce processus judiciaire. Et c'est son droit de dénoncer. Maintenant, reste à savoir si la décision finale qui va être dite par l'institution onusienne pourra faire changer quelque chose du côté de Cotonou avant les prochaines élections présidentielles. C'est ça la question. Il y a quand même, Germain Pouli, le fait que
ici, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'était déjà prononcée sur l'affaire. Le Bénin, pour ne pas respecter la décision, a retiré sa déclaration de compétence à cette Cour-là. Mais si l'ONU, en tout cas le Comité des droits de l'homme de l'ONU va dans le même sens, le Bénin ne pourra plus continuer par faire la sourde oreille. Bon, je crois que c'est assez compliqué. Vous savez, il y a le droit international, il y a le droit à l'interne aussi. Et en matière de jugement des faits, quand il y a une hiérarchisation au niveau national, qui fait que, par exemple, la Cour spéciale qui a été créée, dont vous parlez, qui a jugé Sébastien Javon, il n'y a pas une juridiction au-dessus de cette Cour-là. Elle juge en dernier ressort. Donc, quand elle vous condamne, vous n'avez pas de recours. Vous ne pouvez plus aller nulle part, en tout cas sur le territoire national, pour demander que cette décision-là soit annulée. Ce qui a fait que, finalement, Sébastien Javon se tourne vers l'international, la Cour africaine des droits de l'homme, donc il lui a déjà donné raison pour une fois. Maintenant, il saisit le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. En même temps, ce comité aussi est pratiquement comme la Cour africaine des droits de l'homme, comme la Cour de justice aussi de la CEDEAO, ici à côté. Elle n'a pas de décisions qui peuvent s'imposer. Il n'y a pas de moyen de coercition. Voilà. Et donc, elle pourra peut-être condamner le Bénin à payer des dommages à Sébastien Javon. Elle pourra émettre des avis, mais ne peut aucunement contraindre les autorités béninoises à annuler sur le plan interne. Donc, mais tout ça, c'est aussi par rapport au régime Talon, une mauvaise publicité déjà. Oui, non, je crois que l'objectif de Sébastien, en le faisant d'abord, il le fait un peu tardivement parce que dans une dizaine de jours, les candidatures seront bouclées. Je ne pense pas qu'il croit que le comité à Genève va pouvoir rendre une décision assez rapide, qui sera communiqué et notifié au Bénin et qui puisse influencer le cours du processus électoral. Mais il le fait d'abord pour rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'il est victime d'un acharnement politique, comme on décrit de plus en plus plusieurs situations au Bénin. Et que, d'une part, il y a eu la Cour de justice, la Cour africaine des droits de l'homme qui lui a donné raison. Il espère que le comité de l'ONU donc, lui donnera raison. Et donc, fort de ces deux éléments-là, il pourra quand même dire qu'au Bénin, il n'y a pas une justice équitable et que la justice est dirigée contre les opposants. Et donc, je crois que c'est un peu ça l'objectif. Il espère avoir une autre condamnation donc, du côté de l'ONU. Mais par rapport à cette présidentielle-là, le vin est déjà tiré, les choses sont déjà lancées. Et une quelconque avis ou une quelconque décision du Comité des droits de l'homme à Genève ne pourra véritablement changer le cours de cette élection, en tout cas en ce qui concerne éventuellement le candidat Sébastien Javon. Alors, on a vu comment le Bénin avait déjà réagi lorsque la Cour africaine des droits de l'homme s'était prononcée sur la question. On s'imagine que les autorités béninoises ne réagiraient pas autrement, même si le Comité des droits de l'homme de l'ONU donne raison à Sébastien Javon, pour le simple fait que Javon est un poids lourd de la politique béninoise et Talon ne prendrait pas le risque de le laisser rentrer pour être candidat. Ça, c'est clair, puisque je pense que la finalité était véritablement orientée en ce sens. Vous savez, Javon a beaucoup contribué à l'élection de Patrice Talon. Et il y avait eu également, dans ces hypothèses-là, disons, une certaine coalition ou carrément une attente qui a permis à Patrice Talon d'arriver. Sauf que il y avait donc des non-dits, comme vous le dites tantôt, Javon est un poids lourd et naturellement c'est celui sur qui, ou carrément celui qui peut réellement compétir à l'égard de ce que le bilan que porte aujourd'hui Patrice Talon. Mais sauf que aujourd'hui, au-delà même de cette cour-là, il y a un discours de fracture qui est donc
aujourd'hui prononcé ou carrément mené par Ajavon, qui a monté ses limites au niveau du Bénin. Il vous en souvient lors des élections législatives, ce discours était là, compte tenu des réformes que Patrice Talon avait engagées dans le pays, qui n'étaient pas dans de l'avis de la plupart, de la quasi-majorité de l'opposition. Aujourd'hui, ce discours-là a tendance à pouvoir, n'est plus en tout cas d'actualité. Vous allez constater ceux avec qui il doit donc nouer disons une certaine réconciliation. On l'a vu avec le président, l'ancien président Boni Yahi, qui était également dans cette logique-là. Aujourd'hui, c'est plus le même discours. Or, moi, j'estime qu'au lieu d'aller de juridiction à juridiction, quand on sait bien évidemment que ce sont des questions politiques auxquelles fondamentalement il y a aussi des motifs juridictionnels concernant donc le Bénin, auxquels ne peut donc pas transiger Ajavon. Moi, je pense qu'il faudrait réellement donc parcourir d'autres artifices qui puissent lui permettre, comme ça a été le cas au niveau de Yahi Boni, de pouvoir donc permettre à ce qu'il puisse d'abord rentrer et voir dans la possibilité, dans la mesure du possible, s'il pouvait donc participer à ces élections-là, ou du moins s'il ne les participait, d'avoir au moins la liberté pour véritablement revenir après que Patrice Talon ait fait son deuxième mandat. Or, il sait pertinemment que ceci, peut-être, c'est pour salir un peu l'image de Talon à l'international. Comme je le disais aujourd'hui, la quasi ou carrément une bonne partie de la population béninoise se retrouve entièrement dans la politique de Talon aujourd'hui. En tout cas, dès qu'il était venu, toute réforme, lorsque vous voulez véritablement les mener dans un pays comme le Bénin, où les habitudes ont pris le pas sur, disons, le bon sens, c'était donc difficile. Or, aujourd'hui, les gens ont compris que c'est pour le bien du Bénin. Et lorsque lui continue par entretenir ce discours-là à l'international, de toutes les façons, ça n'aurait pas quand même ni d'impact au niveau du Bénin, ni ça ne l'arrangerait pas à rentrer et à se positionner comme candidat. Il y a Sébastien Kwenom, le ministre de la Justice béninois, qui a été interrogé sur cette saisine du Comité des droits de l'homme de l'ONU par Sébastien Ajavon, qui n'a pas souhaité faire de commentaires. Ça montre tout l'embarras des autorités béninoises aujourd'hui quant à cette affaire. Cette affaire n'intéresse pas le gouvernement béninois. À ma connaissance, non, parce que le dossier Ajavon est classé depuis très longtemps. Et si Ajavon s'autorise à saisir la Cour, le Comité des droits de l'homme, de l'ONU, c'est son plein droit. Le ministre de la Justice a peut-être considéré la moindre priorité à accorder à ce dossier, puisque la question est beaucoup plus sur la table judiciaire. C'est la justice qui gère ce dossier, même si lui, en tant que ministre, il chapeaute ce domaine judiciaire béninois. Ce n'est pas à lui de se prononcer. Si quelqu'un a besoin d'avoir des informations sur le dossier d'Ajavon, que cette personne se dirige vers l'institution qui est censée répondre. Vous savez, en même temps, on sait que tous les États sont très regardants en matière de communication internationale quant à ce qui concerne ces institutions, ces organisations internationales. Le Comité des droits de l'homme, ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas nous dire que cette saisie n'intéresse pas le Bénin. Voilà la réponse du ministre de la Justice. Qu'est-ce que... Embarrassé peut-être? Embarrassé, c'est peut-être ce que les détracteurs de Talon pourront placer pour justifier son silence, le silence du ministre de la Justice. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les attentions sont beaucoup plus focalisées sur les prochaines élections. Et Talon a renouvelé sa volonté d'aller à un deuxième mandat. Et donc, tout l'appareil gouvernemental, toutes les alliances qui se sont réunies autour de Talon sont beaucoup plus dirigées vers la prochaine victoire peut-être de Talon à la suite des élections d'avril 2021. Et donc, s'il y a un sujet judiciaire qui touche peut-être un citoyen béninois, je crois que le cadre ou le canal par lequel il faut aller chercher les informations ou l'institution qu'il faut toucher pour avoir ces informations est toute connue. Et donc aujourd'hui, le gouvernement béninois estime que la priorité des Béninois n'est peut-être pas celle qui concerne le sujet, le dossier judiciaire de Ajavon. Malheureusement pour lui, qui n'est pas dans le pays, et c'est ses avocats qui ont ressuscité ce dossier en l'envoyant au niveau de l'ONU. On attendra de voir la décision que l'ONU pourra prendre. Sauf que, comme je l'avais dit moi tout à l'heure, je suis un peu surpris que ce dossier ressorte à 3 mois des prochaines élections. Si l'intention de Ajavon était relative à sa volonté de se présenter aux prochaines élections, je pense qu'il y a déjà un gros retard qu'il a encaissé dans ce dossier-là. Et il faut plutôt peut-être penser
à 2026, 2026, c'est-à-dire après les 2 mandats de Talon. À Javon, il a encore l'énergie nécessaire, il a encore les moyens financiers assez solides pour se positionner. N'oublions pas que Patrice Talon est resté aussi dans l'anonymat pendant 10 ans parce que Boni était arrivé et on se rappelle comment Patrice Talon, son dossier en tout cas, a réussi à être accepté par la Cour constitutionnelle béninoise à la suite des dernières élections qui ont vu partir Yahi Boni. Et donc aujourd'hui ici, Talon a été passé pendant 10 années. Je pense que Javon pourra aussi véritablement accepter d'être patient et de préparer peut-être son retour sur la scène politique béninoise à partir de la fin du 2e mandat de Talon. Il y a quand même une sorte d'ironie de sort ici, et David Jawavi le soulignait légèrement. Talon était un peu dans la même situation que se retrouve à Javon aujourd'hui. De son temps aussi, il avait multiplié les procédures judiciaires. Oui, tout à fait. Non, je sais la même chose. C'est le même chez moi. Il était réfugié en France. Oui. Et il est revenu pour être président. Sauf que dans le cas de Sébastien, je pense que la France n'a pas beaucoup agi comme elle avait agi en ce qui concernait Talon. Parce qu'il y avait aussi cette affaire des tentatives d'empoisonnement. Où Talon avait été condamné, poursuivi donc par Yahi Boni, et il a fallu qu'après sa candidature soit rendue possible. Alors cette fois-ci c'est autre chose, donc on ne connaît pas totalement la position de la France sur ce sujet, mais quand on observe tous les actes posés par le président Talon, qui sont analysés par ses détracteurs et par l'opposition traditionnelle béninoise comme un recul démocratique. Et on voit quand même qu'au niveau de l'international, de la scène internationale, on ne semble pas trop déranger Talon par rapport à tout ce qu'il présente comme réforme au Bénin. Et tout ça passe parfois avec difficulté, mais ça aboutit quand même. Et donc, il a réussi quand même aujourd'hui à affaiblir tous les poids lourds de l'opposition. Il a réussi à travers des lois, aussi notamment celle sur le parrainage, à écarter un grand nombre. Si d'abord ils ne sont pas poursuivis judiciairement, aujourd'hui légalement aussi, il y a beaucoup de limites parce qu'il faut avoir un certain nombre d'élus pour parrainer une candidature à la présidentielle. Et tout ça est compliqué dans une assemblée pratiquement monocolore où l'opposition traditionnelle n'existe pas. Mais toutes ces réformes-là, puisqu'elles sont passées légalement, même si pour certains c'est un recul démocratique, sont passées sans que la communauté internationale ne pince véritablement. Talon, on a vu quand même l'Union européenne en tant qu'il avait levé un peu le ton avant de se taire. Donc finalement, c'est un Bénin émergent, entre guillemets, avec de nouvelles pratiques et de nouvelles pratiques. Et avec la détermination de Talon aussi d'assainir un peu la scène politique, d'envoyer à la retraite ces anciens politiciens là et peut-être de créer une nouvelle génération d'hommes politiques. Et c'est sur quoi donc on assiste au Bénin. Et si ces anciens poids lourds ne participent pas à cette élection, ça va être une victoire déjà garantie pour Talon. Mais après, avec les condamnations, je ne sais pas comment on peut revenir après sur ces condamnations-là pour permettre à ceux qui étaient écartés finalement d'être candidats dans 5 ans ou un peu plus. Je pense qu'il y a un processus d'élimination progressive ou d'envoi à une retraite forcée de certains acteurs politiques au Bénin. Maintenant, ces réformes sont diversement appréciées, mais comme le disait Adam tout à l'heure, certains apprécient ce que Talon fait. D'autres estiment que le Bénin n'est plus ce qu'il était sur le plan démocratique et sur le plan des promotions des libertés. Mais au finish, comme le disait Talon avant d'être candidat à cette élection, il dit que la démocratie n'a pas apporté le développement au Bénin. Donc je pense qu'il faut
une petite dose de dictature pour apporter le développement, et c'est ce qui est en train d'être fait. Quand on fait le décompte aujourd'hui, vous avez Kwame Koché qui est en exil, vous avez Léadi Soglo qui est en exil, vous avez Sébastien Ajavon qui est en exil, il y en a beaucoup d'autres qu'on ne va pas citer ici. C'est le prix à payer aujourd'hui pour asseoir la démocratie à la talon au Bénin? De toutes les façons, je pense que vous l'évoquez tantôt, lorsqu'on compare un peu les deux situations, la situation Talon et la situation Boni, on peut quand même s'accorder sur une similitude. Mais au même moment, je pense que les résolutions ne sont pas les mêmes. C'est vrai que si Talon est passé par là, il a huilé quand même la machine. Et aujourd'hui, la résolution doit être beaucoup plus corsée pour voir ce qu'il doit mettre dehors. Mais vous savez, moi, je pense que l'idéologie de Talon était liée au fait qu'il y avait eu, disons, un regard porté sur la scène politique béninoise depuis un certain nombre de temps, lié du fait que beaucoup de partis politiques n'ont pas réussi à pouvoir donc positionner un président de la République depuis presque une décennie. Donc, il était venu dans cette logique-là de pouvoir donc permettre en tout cas d'initier un peu la politique comme elle se fait au niveau même de l'Afrique du Sud, puisque c'est l'exemple qui revient la plupart du temps, et permettre donc à la scène politique de pouvoir donc réussir, de permettre donc à ces politiques-là ou à des coalitions politiques de pouvoir positionner donc les présidents de la République. Enfin, mais en face, il y avait des difficultés. Et ces difficultés-là émanent réellement dans des leaders politiques dont venaient donc de faire cas. Et ces leaders politiques-là, si tel est que ils devaient donc constituer donc des épines dans les chaussures de partis Talon, il faudrait fondamentalement donc les écarter. C'est partant de là que je disais que lorsqu'on compare les deux situations, on comprendra qu'il a beaucoup plus huilé sa part de situation pour réellement donc l'asseoir véritablement et lui permettre de dérouler donc un programme non seulement un programme de société, mais réellement donc de reformer entièrement donc la scène politique béninoise. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Je pense que c'est le prix à payer pour qu'on ait donc un environnement politique assez assaini. Je pense que pourquoi pas. Mais en même temps, oui. Si tu permets, hein, moi je pense que Talon n'a renvoyé personne du Bénin. Ces opposants que vous avez cités là, ils sont tous tombés sous le coup de la loi. Et ce n'est pas seulement dans la volonté de Talon d'asseoir une démocratie à la Talon au Bénin. Non, même si vous êtes opposant, si vous tombez sous le coup de la loi, la justice va s'occuper de vous. On a vu des cas au Togo, des opposants, enfin, des Togolais, des citoyens togolais sont partis en exil parce que ils se sont retrouvés sous le coup de la loi, des opposants, si on peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, c'est parce que ces personnalités que vous avez citées étaient des amis de Talon dans un passé récent. Et à l'accession au pouvoir de Talon, et ils ne sont plus des amis. Ça ne leur donne pas le droit d'être protégés par la loi s'ils enfreignent à la loi au Bénin. Et Sébastien Ajavon, il y a eu un dossier. Toutes les lois que beaucoup disent que toutes les lois que Talon lui-même avait enfreint, si la criette devait vraiment travailler. Sauf qu'en son temps, il n'y avait pas la criette. Et lui, c'est lui qui a mettre en place la criette pour régler les comptes. Non pas pour régler les comptes, mais pour assainir. Oui, pour assainir. Mais quelque part, vous savez, Samuel, lorsque ces questions sont posées, c'est vrai que ce sont des questions juridiques, mais au même moment, on les lie toujours à la question politique. Et partant de là... on ne peut pas ne pas. Bon, c'est normal, puisque ce sont des leaders politiques. Et naturellement, lorsque vous êtes au pouvoir, mais sauf que vous savez, Parti Talon a imprimé une marque de rupture réellement en ce qui concerne d'abord la corruption et tout ce qui va avec. Puisque, entre-temps, les gens partaient parce qu'il a dit clairement que on ne peut pas, sur des motifs politiques, réellement donc tolérer un certain nombre de choses. Et là, les gens se focalisaient sur le fait qu'ils pouvaient permettre, avec leur coalition, de te permettre de revenir au pouvoir, au karma, de se faire élire. Puis c'était plus facile, réellement, quand vous avez les moyens, il a dit, de se faire élire, que de pouvoir donc poser un diagnostic politique digne de ce nom. Donc les gens partaient, ils avaient donc des cadavres dans leur armoire qui leur permettaient donc, sur ces motifs-là, de pouvoir se maintenir. Mais il a dit non, on ne peut pas toujours continuer en ce sens-là, il faudrait réellement marquer donc la rupture, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, dans ces conditions, à quoi va ressembler la présidentielle d'avril prochain? C'est un boulevard. Il n'y aura que peut-être Talon et ses sosies. Voilà, c'est un boulevard en tout tracé. Donc, vous savez déjà, le candidat, vous ne l'avez pas cité, l'ancien candidat qui était positionné à la succession de Yahi Boni.
De Souza. L'ancien Premier Premier ministre. Oui, l'ancien Premier ministre. Comment ça marche? Le métis. Oui. Non, c'est l'ancien Premier ministre. Comment on a tous perdu son nom? Même lui, il est sous le coup de Lionel Zissou. Il est sous le coup d'une poursuite aussi. C'est-à-dire tous ceux qui pouvaient challenger véritablement Talon sont écartés. L'objectif était là simplement. Hein? Oui, voilà. Bon, quand David dit que faut pas aussi qu'on pense que ceux qui nous suivent sont naïfs quand même. Talon lui-même combat des principes qui l'ont fabriqué, combat des pratiques qui l'ont fabriqué. C'est peut-être ça qui dérange un peu certains Béninois parce que on estime qu'il vient fermer des portes qui lui ont toujours été ouvertes. Il vient finalement vouloir mettre frein à des pratiques qu'il a lui-même utilisées. Et donc ça gêne un peu, sauf que légalement, ça s'explique, même si tous les pouvoirs qui se sont succédés ont fermé les yeux. Lui, il le fait. Malheureusement, il le fait contre les adversaires politiques. Donc, vous verrez que tous les présidentiables ont quand même encore une poursuite judiciaire. Donc, c'est pas normal. Si c'est tout le monde, si cette loi est appliquée de façon générale, pas pour des raisons politiques, pas parce que tel est dans la politique qu'il a tel souci judiciaire, on comprendrait. Mais on ne peut pas non plus l'accuser parce qu'il se sert de la loi pour écarter. Donc, ceux qui pourraient... C'est ça le charme de la démocratie. Ceux qui pourraient éventuellement le déranger, on le comprend. Mais ça aussi, pour rajouter peut-être à ce que vous dites, c'est pas sérieux en réalité, comme ce sont des acteurs politiques, c'est plus audible. De toutes les façons, il y a d'autres quand même qui sont sur le coup on a vu aussi ceux de l'affaire ICC Service qui sont passés par la criette. Mais peut-être ça, c'est pour faire habillage. C'est pour faire habillage. Peut-être c'est la politique. Non, c'est la politique. C'est pour dire non, voilà, nous on ne poursuit pas que les acteurs politiques. Mais donc, par moment, on poursuit d'autres personnes. Moi, je ne comprends pas quand on dit que Patrice Talon utilise les mêmes méthodes qui lui ont permis d'accéder au pouvoir et quand il passe une porte, il la ferme. Donc, ils l'ont fabriqué, on parle. Voilà, je pense. Oui, soyons un peu sérieux. Non, mais Talon aussi l'homme le plus riche du Bénin. Mais aujourd'hui, il y a le côté politique et il y a le côté de l'application de la loi. Alors, si certains estiment que c'est pour des ambitions politiques que Talon est en train d'écarter ses adversaires. Moi, je dis non. Aussi du pays voilà, ce n'est pas parce qu'un ancien président, Yahi Boni, avait l'habitude d'être laxiste, d'être ouvert, il ferme les yeux sur certaines choses, que son successeur va faire la même chose. Donc, il y a ce qu'on appelle un bilan présidentiel. Quand vous finissez vos 5 ans, vos premiers mandats, on vous met devant vos bilans. Donc, Talon, aujourd'hui, quand même, il faut l'apprécier. Passons à la grande pause et on revient après le journal.